4e. Ok. Salut. Salut. Ça va? Merci de m'accueillir. Il fait beau. Oui. C'est bien éclairé chez toi, c'est bien. Je te fais chauffer un café. Avec plaisir. On va s'installer ici après. Oui. Ouais. Impeccable. Faut juste trouver, voilà, pour qu'il n'y ait pas de contre-jour et que ce soit bien éclairé. Je te montrerai. Vincent Lambert, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir chez toi. La première question, c'est une question que je vais poser à toutes les personnes qui voudront bien se soumettre à cette entrevue. Si on te demande ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu réponds? Ah, bonne question. Ça dépend un peu à qui je parle, parce que j'ai plusieurs activités. Oui. Une activité de recherche. Donc, je devrais dire que je suis chercheur. En sciences de l'information et de la communication, voilà, plutôt sur des études, les problématiques des études culturelles, muséologie, histoire, théâtre, etc. Une activité qui est reliée aussi à un enseignement. Oui. Donc, on pourrait dire que je suis enseignant-chercheur, même si je suis pas titulaire dans cette fonction. Et puis, j'ai une activité artistique depuis plusieurs années, sur les arts scéniques, on va dire. Ouais. Orienté théâtre, mais je chante aussi, et depuis peu je danse également. Ah bon? Oui. Je n'ai jamais vu ça. Ah ben voilà, il faudra venir. Et je travaille dans les musées aussi comme médiateur. Médiateur. Et depuis un peu plus d'un an, je travaille auprès des revues scientifiques. Oui. Aussi, comme autour de travail d'édition et de consolidation des équipes des revues. Donc une activité de recherche, une activité artistique, peut-être parfois les deux un petit peu mêlés, on reviendra là-dessus. Et on s'est connus il y a très longtemps, je sais pas si tu te rappelles, il y a une dizaine d'années à peu près. Ouais. Et est-ce que tu te rappelles d'ailleurs dans quelles conditions on s'est connus? Mais je crois que je t'ai rencontré au Festival d'Avignon. Ouais, c'était, vous faisiez des représentations un petit peu de comédia. Complètement, de comédia dell'arte. Voilà. Mais je dis un petit peu parce que c'était, vous avez fait des progrès en comédia depuis l'époque. Certainement, ouais, c'était les débuts. De cette aventure de comédia donc que t'as suivi avec Frédéric Ray. Oui. On s'est formé depuis, on a rencontré, on a fait des masterclass, donc on a travaillé avec toute l'équipe de la Providence, de la Semeuse, avec Frédéric Ray qui a toute une activité mobilisatrice, et puis on continue d'en faire finalement, avec et aussi sans Fred, dans différents cadres. Et donc on s'est rencontrés dans ces conditions artistiques, mais à l'époque, t'étais en train d'écrire quelque chose d'important dans ta vie. Une thèse de doctorat, ouais, c'est vrai. J'ai un exemplaire parce que depuis tu l'as terminé quand même, depuis quelques années. Oui. Voilà, depuis à peu près 5 ans maintenant je l'ai terminé. Donc j'avais commencé une thèse à la fin de mes cycles licence master. Oui. Donc une thèse avec Paul Ras sur les problématiques culturelles justement. Alors j'avais fait un parcours d'histoire et puis j'avais raccroché avec les sciences d'information et de la communication sur la muséologie. Alors oui, ça t'a commencé par l'histoire. Ouais. Donc un master d'histoire. Exactement. Et ensuite t'as bifurqué comme ça. Est-ce que tu peux raconter comment ça s'est fait? Alors j'étais en Espagne parce que j'avais fait une année d'Erasmus à Grenade en dernière année de master d'histoire. Et je me disais maintenant avec l'histoire on trouve pas forcément du boulot facilement. D'accord. Surtout que j'avais pas envie d'être prof dans le secondaire. Du coup je me suis dit qu'est-ce qui m'attire, vers quoi j'ai envie d'aller, et je suis allé vers des études plutôt qui menaient vers les professions de la culture. Et voilà, c'est le master d'ingénierie et de médiation culturelle, donc
Et quel lien avec l'histoire? Il y en a un ou... Ah bah oui, on peut justement mettre en valeur. Bon, je faisais déjà du théâtre, hein, mais un peu moins de manière professionnelle qu'aujourd'hui, on va dire, même si je sais pas mon activité principale. Oui. À l'époque, bon, on jouait beaucoup, donc j'avais le théâtre, j'avais l'histoire, et je me suis dit bon, bah, on va essayer de mettre en valeur ça dans la société, quoi. D'accord. Et ce master d'ingénierie culturelle, il me permettait justement de mettre en valeur voilà, ces acquis, on va dire. Parce que dans le patrimoine, on peut voilà, travailler tous les acquis que j'avais en histoire. Mhm. Et puis, de la même manière, dans les musées, dans les théâtres, on pouvait travailler sur les acquis que j'avais en théâtre. Oui. Et donc, c'est à l'occasion de ce master donc, professionnel qu'il y a eu la rencontre avec Paul Rass, c'est ça? Exactement, ouais. Qui a été une rencontre importante. Et oui, Dans ta vie. on est toujours amis et on a travaillé ensemble voilà, maintenant depuis un peu plus de 10 ans. Encore là tout récemment. Ah je oui, reviens d'un colloque avec lui. Mm. Et donc, c'est par cette rencontre que, partant d'un master pro qui succédait à un master recherche, tu t'as quand même fait finalement une thèse qui est plutôt de la recherche. Oui, tout en ayant une activité, en développant des activités professionnelles dans le milieu de la culture. D'accord, donc les deux parallèlement. Exactement. Avec la difficulté que ça peut entraîner, parce que bon, à cette époque-là, il y avait très très peu de thèses financées en sciences humaines. Ouais. On s'est battu entre-temps pour qu'il y en ait un peu plus, mais voilà, donc on a essayé au tout début des idées pour financer tout ça, puis bon, au bout d'un moment, fallait y aller, quoi, fallait foncer. Ouais. Donc, on travaillait à côté comme énormément de doctorants et doctorantes. Je me suis lancé au début travaillant au musée Masséna comme guide. Et en continuant de travailler dans le milieu du théâtre. Et puis, bon voilà, le projet de thèse s'est construit petit à petit autour de voilà, l'histoire au musée, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fabrique l'histoire dans les musées. D'accord, donc les musées d'histoire. Donc, c'est les musées d'histoire, c'est le nom de la thèse. Thèse d'ailleurs que tu as soutenue dans un musée, c'est oui. Par hasard, tu as viens d'en parler, ce musée. Non, c'est pas par hasard. Parce que c'est pas non plus habituel. Habituellement, les thèses se soutiennent dans un local universitaire. Donc là, pourquoi le choix de ce musée? Donc le musée Masséna. Alors, c'est l'idée, moi, à la base, j'avais même l'idée de faire une exposition pour ma soutenance. Ouais. Bon, vu que la longueur de l'écriture de la thèse a un peu traîné, on n'a pas eu le temps de tout faire, et puis effectivement, comme je le disais tout à l'heure, régulièrement il fallait travailler à côté, donc bon, ça faisait beaucoup. Mais dans cette idée de pouvoir exposer aussi le résultat de la thèse, je me suis dit, bon, on va faire ça au musée. Alors j'avais des bonnes relations avec le musée Masséna dans lequel j'avais travaillé. Et puis je me suis dit, bon, la soutenance de thèse, c'est quand même une rencontre. On arrive à quelque chose sur lequel on a travaillé depuis des années, qu'on propose à un jury, mais aussi à un public. Et je me suis renseigné pour savoir comment c'était possible de peut-être le faire ailleurs que dans une salle de la fac, très, des fois un peu neutre. Donc bon, on a discuté, tout le monde m'a dit que c'était possible, donc je me suis dit, allons-y. Et du coup, la soutenance, parce que j'y étais, c'était dans une très belle salle du musée Masséna. Le musée Masséna, est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le musée Masséna, c'est justement un musée qui relate l'histoire du 19e siècle à Nice. Bon, il y a des salles sur les rois, il y a des salles sur les paysans ou les métiers locaux, il y a des salles sur les artistes de cette époque-là, donc c'est un peu la belle époque à Nice, présentée par des tableaux. Et c'est ça relate cette histoire par des œuvres d'art. Des œuvres, entre autres, de documents aussi, mais surtout des œuvres et des objets. C'est une certaine façon de raconter l'histoire. Exactement. Et donc là, on voit dans ce que tu dis une volonté en fait d'intégrer le fond et la forme. Et c'est quelque chose qu'on ressent aussi dans tout le long de cette thèse, qui a une forme qui n'est peut-être pas très habituelle pour une thèse.
Alors on me l'a fait remarquer effectivement qu'il y avait beaucoup de soins apportés au texte, Ouais. à la mise en page. Ouais. Alors le fait d'avoir travaillé justement dans le milieu voilà, de l'édition aussi pendant ma thèse, Ouais. l'édition scientifique, ça m'a donné des compétences que j'ai voulu mettre en avant. Et aussi, je partais du principe que dans un travail comme celui-ci, qui est un travail en sciences d'information et de la communication, si on voulait présenter une forme de transparence entre les entretiens, les retranscriptions, comment on analyse les retranscriptions et le terrain, puis ensuite comment ça vient s'intégrer dans le discours et les résultats de la thèse. Ouais. Mais j'ai voulu que dans le texte aussi ça puisse transparaître, Ouais. dans la mise en forme du texte, et qu'on puisse suivre tout ce chemin de A à Z. Et elle est parfois écrite comme un récit. On te suit en train d'écrire cette thèse. Je peux lire un extrait. Oh là là, ouais. Il y en a plusieurs, mais j'ai choisi des extraits qui me font rire. D'accord, très bien. Donc, et qui montrent aussi un petit peu le style d'écriture. Hein. Je finissais par croire mon caractère capricieux et têtu. Je souhaitais un outil intégré qui réponde tant à un cahier des charges éditorial d'un niveau élevé qu'à des besoins d'analyse très stricts. Or, nul outil de ma connaissance n'assouvissait ces hautes exigences. Enfin, je ne me sentais pas de programmer moi-même un langage informatique dans un langage informatique que j'ai souhaité, car au-delà d'un caractère obsessionnel et pugnace, je reconnaissais mes compétences insuffisantes dans ce domaine. Là, c'est de la méthodologie. Oui. Et ça, c'est classique dans une thèse, mais on indique sa méthodologie. Mais c'est peut-être le style là qui est... Alors ça, c'est quelque chose que j'ai hérité de mes années en histoire, parce qu'effectivement, bon là je reprends un point important de ma thèse que j'en manquais pas, hein. Ouais. C'est la construction d'un objet scientifique en sciences humaines qui passe par la documentation de terrain, puis ensuite un travail méthodologique qu'on explique aussi, Ouais. pour ensuite finir sur une forme de récit. C'est ce quand on ouvre un livre d'histoire, on retrouve le récit finalement de ce que l'historien ou l'historienne a relevé de ses archives. Ce qui permet en fait de transmettre les informations, les découvertes qui ont été faites. Si c'était en brut comme ça, on comprendrait rien. C'est plus difficile, et puis il manque toute cette construction qui permet de l'offrir aux collègues, au public, etc. Alors, je lis un autre, parce que tout à l'heure, j'avais dit que c'était drôle, alors là, c'était peut-être un petit peu décevant. Mais cette deuxième phrase, peut-être un petit peu plus. Dès que j'en avais la liberté, armé de mes écouteurs, je me rendais dans la mondaine salle d'études de la bibliothèque patrimoniale en Vaccari, maintenue dans un calme austère par une sentinelle juchée sur une sorte de bretèche. Je tapais frénétiquement sur mon clavier pour transcrire les 30 entretiens restants. La sentinelle juchée, on voit, on s'imagine comme ça dans cette salle, c'est quand même pas commun non plus, Alors, de décrire cette chose. Ça rajoute un peu. Si on a envie d'être lu, il faut quand même, il faut attirer son lecteur Ouais. de fil en aiguille vers la suite, et puis lui donner de temps en temps des raisons d'affronter cette austérité Oui. qui est celui du travail scientifique, même si c'est en lui décrivant un cadre austère et Ouais. malgré tout sympathique. Hein, je sais pas si les auditeurs connaîtront ce lieu et qui vaut le coup. Oui, c'est un beau lieu de bibliothèque de Nice. Mais donc tu dis si on a envie d'être lu, mais est-ce que quand on rédige une thèse, on a envie d'être lu? Quand on produit un travail, je pense qu'on a envie de le diffuser, oui. Ouais. C'est sûr. Parce que souvent c'est quand même le public, c'est destiné à un public déjà érudit, c'est rarement pour le grand public. Alors c'est vrai il y a deux versions et deux styles. Il y en a qui disent il faut être le plus concis possible, mettre les éléments qui ressortent. Et le cadre d'un article, par exemple, scientifique,
il est adapté à cette proposition où voilà, on arrive avec quelque chose de très concis. Voici mon terrain, ma méthode, mes résultats, mes analyses, ma discussion, etc. Bon, la thèse, on a l'occasion quand même de prendre un peu plus de place. C'est pas pour dire seulement raconter l'expérience de la thèse, qui en est une, mais aussi pour amener à travers un dispositif qui est celui d'un texte écrit, amener le lecteur à tout bien comprendre. Voilà. Oui. Alors moi, si je me permets d'ajouter un peu de style, je pense que ça n'a pas déplu et c'était pas non plus un blabla Bien sûr. sans prise avec la réalité. Et avec le fond aussi, hein, on sent quand même qu'il y a à chaque fois la volonté de lier les deux, hein, le style, les choix, même les choses sur lesquelles tu fais de l'humour, je vais relire encore après un extrait, apportent quelque chose au fond. Toujours, hein, d'ailleurs. Donc, rions un peu de ces gammes qui, les yeux exorbités, le doigt sur le menton, le poing levé, appellent au silence dans les galeries de peinture par de bruyantes chutes. Mais s'il facilite la contemplation d'un objet, le silence constitue un procédé même de lecture d'une image. Rendons au silence son lot d'idées, d'associations, de représentations, de délectation. Et donc, bon, après, tu pars comme ça sur cette notion de silence et cette façon donc de visiter un musée. Et on entre là dans le vif du sujet de ce qu'est un musée et de la muséographie et par ce style qui arrive petit à petit à ça. Tu as interrogé des dizaines de directeurs et conservateurs et directrices et conservatrices de musées. Pour en arriver où, en fait? Alors, j'avais des questions. Je voulais comprendre exactement comment ces personnes qui produisent un discours dans les musées, qui soient à la direction ou responsables de la médiation, responsables de contenu historique, Oui. comment ils construisent finalement avec tout ça, au-delà de l'écriture, qui est quand même la matière de l'historien, de l'histoire, qui est la matière source, mais aussi la matière du rendu. Ouais. Au-delà de l'écriture, comment on fait pour parler de tout ça, pour montrer tout ça, Ouais. les études historiques à un public qui n'est pas constitué seulement d'érudits. Eh bien, Est-ce qu'il y a un objectif d'un musée d'histoire? il me semble en tout cas. Ouais. Pourquoi on fait des musées d'histoire, en fait? Alors là, je vais pas répondre en deux mots, hein. Et puis il y en a qui diraient qu'on n'en fait plus, mais c'est parce que effectivement il y a des intentions politiques, Ouais. qui sont par exemple au musée de Versailles, qui étaient de montrer l'histoire par exemple de la nation française. Le musée du château de Versailles, c'est ça? Oui. Ouais. L'histoire de la nation française à travers les siècles, et puis réconcilier un peu les différentes factions, monarchisme, napoléonienne, républicaine, etc. Moi, surtout monarchiste et napoléonienne. Voilà, donc il peut y avoir une fonction de propagande, Ouais. il peut y avoir une fonction de soin un peu de la société, de réflexion. Ouais. Il peut y avoir après plus une réflexion d'apport scientifique, hein, ce qui Ouais. est peut-être un peu moins un peu plus récent dans les constructions de musées, voilà, d'instruire, mais aussi de partager. Donc là, on est sur des cadres un peu à travers les siècles. Il y a des périodes où il y a telle ou telle manière de fabriquer un musée d'histoire. Aujourd'hui, on est sur d'autres prérogatives. Par exemple, là, comment est-ce que le musée est un lieu de vie, un lieu de partage, avec des supports certes artistiques ou scientifiques, et comment est-ce que finalement tout un chacun peut s'y retrouver. Alors les problématiques évidemment aujourd'hui en 2022 sont un peu différentes.
Et c'est comme ça qu'on fait de l'histoire des musées d'histoire, hein. On essaie de voir d'où ça part et où on arrive aujourd'hui. Et donc, est-ce que tu as des exemples, est-ce que tu pourrais donner comme ça des exemples pour faire mieux comprendre ton travail dans cette thèse de choses qui ont été mises en lumière par tes entretiens, la façon maintenant dont on montre l'histoire dans les musées? Je sais pas si je pourrais répondre de cette manière à cette question. En tout cas, à la fin de ma thèse, quand je suis arrivé, on va dire, à un certain degré de compréhension de ce terrain, avec une quarantaine d'entretiens dans les musées ici et là, notamment principalement en France, je suis parti sur des réflexions sur qu'est-ce que le musée d'histoire au XXIe siècle. Oui. C'est-à-dire vers quoi on s'oriente, vers quoi on voudrait s'orienter. Je suis allé dans cette perspective dans 2-3 colloques, en écrivant des communications, dans un mouvement qui existe aujourd'hui et qui est notamment soutenu par l'UNESCO et des collègues à Paris mais ailleurs aussi dans le monde, qui disent quelles sont nos volontés pour l'avenir. Qu'est-ce qu'on veut faire des musées dans l'avenir? Alors moi, avec plutôt mon regard sur le musée d'histoire, j'ai essayé de réfléchir à des perspectives. Alors ça répond pas à la question des exemples, parce que les exemples, on en a qui sont peut-être un peu vieillots. Voilà, si on se balade aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure au musée de Versailles, on se retrouve dans une muséographie à la 1850, quoi. Si on va dans un musée, je sais pas, des musées de guerre du XXe siècle, du XXe siècle, comme la première ou la deuxième guerre, la résistance, alors on va se retrouver dans des muséographies plus récentes. Comment est-ce qu'on montre la guerre aujourd'hui? Il y a un exemple qui a maintenant 30 ans, qui est le musée de Péronne en Picardie. Ouais. Qui est comparatiste, c'est-à-dire qu'il y a 3 étagères tout le long, et la première étagère montre les objets anglais, la deuxième les objets français, et la troisième les objets allemands, sur une même thématique. Et à chaque fois on passe d'une thématique à une autre, et on voit comment de part et d'autre des frontières, pendant la guerre, les constructions se sont faites, et ça permet déjà aux visiteurs, à visiteuses, de comprendre assez simplement, en un coup d'œil, les différences et pouvoir déjà construire une réflexion là-dessus. Ensuite, aller un peu plus loin. Oui. Donc ça, c'est un style, par exemple, qui est assez parlant. Oui, assez pédagogique, à la fois sur l'histoire elle-même, les faits historiques, et puis aussi sur la problématique des sources. En fonction d'où viennent les sources, on en arrive parfois à des visions différentes des mêmes événements. Donc oui, tu vois, tu as finalement trouvé un exemple, et effectivement, c'est très différent pour ceux qui ont déjà visité le château de Versailles que de passer d'une pièce à l'autre comme ça avec un guide. On pourrait aussi avoir des musées qui, comme le musée du Dauphiné l'a beaucoup fait, donc qui rassemble une communauté, par exemple, de la ville, une communauté, par exemple, issue de l'immigration. Et le musée du Dauphiné, c'est où? À Grenoble. Et qui prend une communauté comme ça, alors ça peut être migration, ça peut être autre chose, hein, et qui co-construit l'exposition sur l'histoire de cette communauté. Donc il a co-construit avec les gens qui en sont issus. Une sorte de science participative. Voilà, et qui apporte, ça marche aussi très bien dans des musées type de musée de la mine, où voilà, on a tout un secteur, ça peut être dans le Nord, mais ça peut être au Creusot en Bourgogne, ça peut être à Saint-Étienne, etc. Même en Corse, en Sardaigne, bon bref, dans les endroits de mine. On construit les personnes qui sont issues de la communauté professionnelle des mines, eh bien, à la fin de l'activité, même avant la fin, il y a une construction qui se fait, et puis petit à petit, il y a la mémoire qui se raconte au fur et à mesure. Les gens qui travaillaient à la mine travaillaient au musée,
Et puis après, quand c'est un peu la fin de cette période-là, là, il y a le rapport entre mémoire et histoire qui se crée parce que les discours sont pas exactement les mêmes. Dans la mémoire, il y a beaucoup de souvenirs, il y a des fois des reconstitutions, il y a des choses très riches dans la manière de raconter. L'histoire arrive avec ses méthodes, elle reconstruit aussi à partir de tout ça, des fois d'autres types de vérités qui sont montrées comme ça et fournies au public, aux anciens, et qu'est-ce qu'on va faire après, une fois que tout le monde sera mort de ces lieux, des propositions, voilà, est-ce que ça va être un musée de l'énergie, du renouvellement de l'énergie, etc. Donc, il y a des vies comme ça, des styles de construction. Très bien, et donc oui, tout ça c'est passionnant, et donc tout à l'heure tu parlais de perspectives, est-ce que ça fait partie des perspectives voilà, c'est cet aspect participatif, est-ce que ça fait partie des choses qu'on pourra voir à l'avenir, qu'on souhaiterait? Alors ça existe déjà, je pense que c'est souhaitable, je pense que c'est pas exclusivement souhaitable non plus, parce qu'il y en a qui redoutent la forme de participationniste, une espèce de washing participationnel. En plus, on peut aller jusque là, mais en tout cas, ce sont des perspectives sur le vivre ensemble. Comment est-ce que le regard sur le passé, sur ces temporalités anciennes, vont construire aussi le présent et l'avenir. C'est-à-dire, voilà, il y a des musées qui présentent par exemple un conflit, une guerre, une période d'occupation, et qui vont être très revanchards. Bon, on sort un peu du côté scientifique de ce côté-là, historique pur. On rentre dans des espèces de mémoriaux qui peuvent avoir leur raison d'être, mais que la communauté scientifique va interroger aussi là-dessus en disant bon bah voilà, maintenant si on veut vivre ensemble ou si on veut vivre à côté les uns des autres, il va falloir procéder à un autre rapport. Donc deux façons de faire de l'histoire avec peut-être deux projets politiques différents aussi. Alors le musée est très politique, ouais. Le musée est très politique. Deux, ça peut être plus. Il y en a qui. J'étais à un colloque il y a 3-4 mois sur la multiplication des voix qui viennent raconter au musée l'histoire. Donc là, on peut mettre en confrontation les sciences historiques qui sont pas exemptes, pas du tout exemptes de ça, de différentes approches, différentes sur un même phénomène, qui sont parfois contradictoires en fonction des sources. Alors quand tu dis différentes voix, c'est-à-dire Alors différentes voix, ça peut être, comme je disais tout à l'heure, donner la parole à différents membres d'une communauté. Ça peut être voilà, il y avait un intervenant qui parlait d'un musée en Irlande du Nord, qui parlait de la période justement de guerre entre l'Irlande du Nord, toute cette période, le XXe siècle. Mais il dit voilà, aujourd'hui, on essaye d'apporter une multitude de témoignages, et au-delà de ça, même de dire on essaye d'apporter, c'est qu'on nous a apporté. Voilà, l'initiative, elle peut être citoyenne comme ça. Oui. Elle peut être aussi artistique. Ça peut être des artistes qui viennent proposer ou qui sont sollicités pour proposer des regards aussi sur ces périodes, si on parle d'histoire, ou sur un ensemble, sur un parcours. Donc des artistes qui enrichissent la recherche qui s'en nourrit. Donc le lien entre artiste et recherche, c'est quelque chose qui te tient à cœur? Alors oui, j'attendais la question. Mais comme tu viens de me tendre la perche, je l'ai saisie. J'ai pas fait exprès, mais c'est vrai que dans ma thèse, il y a tout un... En fait, je propose l'idée, le concept d'esthétique de l'histoire. Oui. Donc c'est les manières dont on présente l'histoire, au croisement avec l'histoire de l'art, avec la sensibilité qu'on peut avoir, avec la perception, mais aussi la production. Donc tous les termes, tout ce que peut sous-tendre l'esthétique, qui est
branche de la philosophie qui s'intéresse à énormément de choses, mais à l'art, à la manière dont on accède à l'art, c'est le beau, c'est tout un champ philosophique très vaste, philosophique, qui est lié à l'art. Et ça se développe aussi à la même période que les sciences historiques. J'ai proposé, en tout cas, une vision parallèle des deux, et de voir comment ça s'entrecroise, en fait. Ouais. Comment on utilise, même si des fois ça pourrait être, on va dire, cosmétique, si on a une expo et on met des couleurs un peu sépia, voilà, on entre tout de suite dans l'histoire, on va dire, et on voit une forme d'histoire. Ça peut être dans la mise en scène comme ça, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Ça peut être dans le discours, dans le genre discursif des choses qui vont être écrites. Ça peut être dans l'expérience. C'est très riche. Donc moi je propose ça. Et pour revenir à la question, moi ce que je crois aussi, c'est que le processus artistique et le processus de recherche universitaire ou de recherche scientifique ont des démarches qui ne sont pas les mêmes, mais qui peuvent fonctionner, qui peuvent s'intercroiser aussi de manière assez intéressante. Féconde, je crois. Alors ça, c'est complètement contre-intuitif. On a l'impression que ce sont deux mondes complètement différents. Donc la recherche scientifique qui vise à produire des nouvelles connaissances, et puis le domaine artistique qui est plus dans la sensibilité, faire ressentir des émotions, etc. Donc comment en fait on arrive à croiser les deux? Alors c'est pas toujours systématique, dans ce sens où on peut avoir deux activités complètement séparées. Faire une activité scientifique le jour et le soir faire une activité artistique, c'est même assez courant. Il y a des artistes qui le soir font des relevés astronomiques, ou le week-end vont compter les oiseaux ou les... Oui, alors ils sont artistes professionnels et scientifiques amateurs. Et l'inverse existe aussi beaucoup. Je sais pas, des musiciens, des peintres qui... Et il y a aussi des personnes qui ont deux carrières, changent complètement d'une carrière scientifique assez brillante, se dit bon ben voilà, j'en ai marre, maintenant je fais de la musique. D'accord. Et qui devient l'un puis l'autre. Exactement. Mais il y a des gens qui font les deux aussi. C'est ça, donc j'y venais. Mais aussi, dans ce cadre-là, les arts s'inspirent beaucoup des sciences. Il y a énormément de découvertes scientifiques et techniques qui vont être saisies par les artistes, c'est ce qui fait aussi un point de commun des fois un peu visionnaire entre les artistes et les chercheurs ou les chercheuses, c'est qu'ils essayent d'être en avance sur l'observation et la pratique même de D'accord. Voilà. Donc ça fonctionne aussi beaucoup, et puis à l'inverse aussi, les chercheurs observent, s'intéressent à ce que les artistes proposent. Parce que il y a de toute façon dans la recherche aussi un côté intuitif. Parce qu'on va se lancer dans un autre point commun avec on va se lancer sur une proposition en se disant ben voilà, moi je sens que là il y a quelque chose. Bon, c'est un peu c'est pas exclusif, mais se dire bon ben là il y a quelque chose à étudier, à voir, quelque chose qui n'a pas été creusé, ou même les plus grandes découvertes, les découvertes les plus folles sont parties comme ça sur une branche. Des fois révolue, on se dit mais on regardera plus de ce point de vue-là, on a démontré l'inverse. Puis quelqu'un qui se remet à creuser dans ce sens-là et qui réussit à raccrocher tout ce qui avait été fait auparavant. C'est le cas de la physique quantique, ou c'est l'exemple le plus classique où on se dit bon ben voilà, il est parti sur une voie qu'on imaginait insensée, et puis hop, pour résoudre un problème insoluble dans le paradigme précédent. Et ça marche beaucoup aussi en sciences humaines, où voilà, ce sont des vous avez pu observer des choses dans vos études précédentes, et il y a quelque chose qui vous apparaît, mais vous n'avez pas la certitude, la réponse. Vous allez chercher, alors des fois vous allez tomber
sur l'opposé ou sur une troisième voie, des fois vous allez tomber sur quand même sur ce que vous aviez pressenti, quoi. Et donc l'intuition du scientifique, l'intuition de l'artiste. Il peut y avoir ça. Alors on peut développer d'autres choses, hein, mais c'est vrai que par exemple le pouvoir avancer main dans la main. Là, j'ai travaillé tous ces derniers temps sur la revue Alliage, qui est une revue de culture scientifique, qui existe depuis plus de 30 ans, qui a été mis en place par Jean-Marc Lévy-Leblond, un niçois que je connais très bien, qu'on salue, et qui croise justement toujours les deux. C'est-à-dire que dans chacun de ces épisodes, de ces numéros de revue, eh ben, il y a une approche scientifique, et puis il y a ce en quoi on arrive à faire des liens pour construire la science d'aujourd'hui. Voilà, et les artistes sont toujours les bienvenus pour ça. Donc effectivement, il y a ce moment où c'est ce qu'on essaye de faire nous dernièrement dans nos colloques, dans nos rencontres scientifiques, c'est de pouvoir aussi donner la parole aux artistes pour, des fois ça peut être juste pratique, hein, on travaille sur des problématiques artistiques et puis on se dit bon ben ça fait du bien de se donner respiration, des temps de respiration dans les moments de discussion qui sont, alors c'est pas forcément un repos, mais ça on change un peu de mode. Et c'est prendre du recul sur ce qu'on vient de dire, c'est être plus à l'aise avec l'un et l'autre pour ne pas non plus être dans un tunnel permanent. Bon, on a le côté pratique de ces croisements-là. Ça nous arrive presque systématiquement maintenant de travailler comme ça. Et puis un autre point qui est très classique, c'est les situations précaires que peuvent vivre par exemple les jeunes chercheurs ou les jeunes artistes qui sont comme ça, ils n'ont pas de poste, ils doivent vendre, ils doivent jouer, ils doivent produire, s'inscrire sur des projets de recherche qui sont sur 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis des fois moins, et puis après, qu'adviendra-t-il voilà, avec peu d'argent, en tout cas en sciences humaines. Voilà, donc ça c'est les questions sur lesquelles se rejoignent un ensemble de lignes qui convergent malgré les différences d'objets ou de modes opératoires ou de résultats. Voilà. Donc ces lignes convergent, elles sont portées là dans tout ce que tu viens de dire par d'un côté les chercheurs et de l'autre côté les artistes, mais j'y reviens. Il y a ceux qui font les deux comme toi. Et donc t'as parlé de ceux qui sont amateurs de l'un, professionnels de l'autre, voilà. Et puis il y a un certain nombre de personnes assez réduites peut-être qui essaient d'être professionnels des deux. Les artistes chercheurs, est-ce que c'est un concept qui existe? Oui, ça existe. J'invente rien, mais c'est quelque chose qui, comment dire, c'est un mouvement qui a quelques années maintenant, peut-être aussi une trentaine d'années, mais qui reste assez minoritaire parce qu'il implique un travail artistique qui doit être reconnu en soi, en tout cas qui doit faire entrer dans le cadre de pratiques cohérentes avec le monde professionnel, qui doit apporter des choses à la communauté artistique et puis à la communauté en général, et une pratique aussi professionnelle de l'autre côté, c'est-à-dire chercheur, une reconnaissance par les pairs, une activité. Donc on voit que sur une semaine par exemple, ça implique j'allais dire des énergies, mais c'est plutôt des manières de fonctionner qui sont quand même pas exactement les mêmes. On doit le reconnaître parce que la mise au public est très différente, la mise à nu un peu de ce qu'on propose, voilà, c'est pas la même des deux côtés. La réflexion qu'on apporte à l'une et à l'autre des deux activités n'est pas non plus la même. Ça nécessite, je dirais pas d'être au top niveau dans les deux,
mais en tout cas d'être présent et de faire se rejoindre les deux lignes. Ouais. Et alors, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaye de défendre, parce que il faut admettre qu'il y a deux entités différentes, de manière de composer, on va dire, différentes, Ouais. mais qu'il y a des ponts. Et moi, c'est ces ponts qui m'intéressent, en fait. Ouais. Voilà, pour en venir au fait. Ouais. Au bout d'un long préambule. C'est très bien, c'est très bien. Est-ce que quand on veut faire cette activité-là, artiste-chercheur, on veut que les deux branches soient intégrées l'une à l'autre et s'enrichissent l'une de l'autre, ou est-ce qu'on veut faire artiste d'un côté et chercheur de l'autre? Là, voilà, c'est une question dont j'ai pas la réponse absolue, mais en tout cas, c'est quelque chose qui existe institutionnellement du côté des recherches du doctorat. Ouais. Voilà, il y a un réseau qui recense les docteurs qui sont artistes-chercheurs ou artistes-chercheuses, du moins les doctorants. Ça, c'est quelque chose qui existe, il y a un regard là-dessus, notamment aussi depuis qu'il y a plus de porosité entre les écoles d'art et l'université, par exemple, que les modèles d'études se rejoignent. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que l'institution permet au sein de l'institution de commencer à penser ça. Les carrières d'artistes-chercheurs ou d'artistes-chercheuses, ça s'arrête là, pour l'instant, à peu près. D'accord. Donc tu disais que c'est un concept qui existe depuis peut-être une trentaine d'années, Oui, mais on en est quand même encore au début. institutionnellement, oui, il me semble qu'on en est un peu au balbutiement. Alors, il y a plus de présence dans les écoles d'art ou dans les disciplines universitaires artistiques. C'est plus présent, ce qui est logique. Ouais. Après, voilà comment... Alors comment promouvoir ça? Est-ce que c'est quelque chose justement que toi t'aimerais développer? Oui. Alors, moi, je suis partisan de dire que c'est le meilleur moyen de le promouvoir, c'est de pratiquer. Ouais. Même si c'est un peu difficile parfois, voilà, dans la gestion du temps, dans la gestion des contrats, de tout ça. Bon. Mais et puis même si ça rencontre des oppositions, là j'ai une amie qui dit bon ben voilà, moi je trouve que le message n'est pas clair, de collègues par exemple en lettres qui d'un côté sont analystes, font de la recherche sur le domaine linguistique ou artistique, etc., et qui aussi sont eux-mêmes romanciers ou poètes, etc., et qui font régulièrement des croisements entre les deux. Voilà, elle me disait que ça brouillait et ça délégitimait les sciences littéraires, on va dire. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on répond? Moi, je réponds pas dans l'absolu. Je comprends ce qu'elle propose, et je sais que dans certaines disciplines qui sont dévalorisées, comme certaines sciences humaine, qui est souvent un peu le parent pauvre de l'université, qui a pas beaucoup d'argent, qui se retrouve toujours à essayer de survivre. Bon je peux comprendre que ce soit quelque chose de pointé comme potentiellement un point faible. On va vous dire, non, vous n'êtes pas scientifique, vous voyez, vous écrivez des poèmes, etc. C'est un peu, dans son argument, tendre le bâton pour se faire battre. Ça pourrait être ça, mais voilà, on va pas empêcher aux gens de faire de la poésie parce qu'ils sont scientifiques, notamment parce que énormément de scientifiques ont fait de la poésie de tout temps. Donc voilà, le principe. Ça n'a pas nuit à leur réputation de scientifique. C'est ça. Alors c'est délicat. Moi, je crache pas du tout sur cette position parce qu'elle montre des faiblesses et elle réclame aussi un renforcement, une consolidation d'une discipline et que je comprends, que je soutiens aussi. Mais je me dis non, il faut pouvoir
moi, ma position, c'est plutôt de dire il faut pouvoir assumer les deux, assumer le fait que l'un apporte à l'autre. Les deux activités se nourrissent mutuellement et qu'elles permettent aussi d'épanouir non seulement les personnes qui les pratiquent, mais aussi la société. On va commencer par les élèves et la communauté scientifique, la communauté artistique, et puis d'un point de vue plus général, la société dans son ensemble. Je crois à ça. Et donc tu essaies de le pratiquer. Je le pratique même. Tu le pratiques, pardon. Non, c'est juste, hein, parce qu'il y a quand même une dimension, il faut se battre. C'est difficile, mais d'ailleurs ton parcours, on a beaucoup parlé de la thèse, ton parcours depuis que tu as terminé cette thèse est difficile quand même. Oui, bon voilà, oui et non. Oui, difficile d'un certain point de vue parce que voilà, on trouve pas un poste tout de suite où on est à l'aise et où on trace. Du moins, en tout cas, ça n'a pas été mon cas. Je suis pas un grand chercheur de poste. Un grand chercheur n'est pas. Je sais pas si je suis un grand chercheur, mais en tout cas, je suis pas. Voilà, ma spécialité de trouver du boulot, elle est pas au point. Oui. Enfin, tu fais pas exception, hein, dans les sciences humaines. On a beaucoup de gens autour de nous qui, une fois leur thèse terminée, parfois se retrouvent être extrêmement diplômés, hein, puisque c'est un diplôme d'un niveau, le diplôme le plus élevé de l'université, et sans réussir à le faire valoir, quoi, et à exercer une activité en rapport. Et donc toi, tu as exercé des activités en rapport, mais à chaque fois dans des contrats précaires et parfois même en rapport un petit peu lointain. Ouais, absolument. Non, c'est sûr que c'est. Après, comment dire, si on s'adresse à la société du point de vue de celui qui cherche à exercer une activité, bon, effectivement, ça pose problème. D'un côté, si on regarde le statut d'intermittent du spectacle, c'est un statut quasiment exclusif, c'est-à-dire que si on fait autre chose, au-delà de 50 heures par an, je vous passe les détails, mais on perd le bénéfice du statut. Donc, à l'inverse, de trouver un poste dans les universités, c'est quelque chose d'assez tendu. Du moins, il faut avoir de bons réseaux, il faut avoir plein d'éléments qui font que de toute façon, on est pour je sais pas, cette année 30 postes, on va être dans la discipline. Alors on va être je sais pas 300, 400 à les briguer. Donc ça va quand même. C'est pas des milieux faciles en soi en France d'exercer, même s'il y a aussi des avantages. On peut faire des contrats, on peut avoir des soutiens, on peut avoir voilà. Et à l'inverse, il est possible d'exercer ces activités. En tout cas, moi, je le fais. Alors, je suis pas forcément un exemple parce que je trouve pas facilement. On va dire, je mets le fric des fois au deuxième rang, et je me dis bon bah moi j'ai envie de faire ça, je vais le faire. Et puis si je suis pas suivi financièrement, je le mets au deuxième plan. Alors des fois je plonge un peu dans des accords perdus, dans des voies qui vont pas m'entraîner beaucoup m'apporter beaucoup de revenus. Mais je me dis bon bah voilà, moi ce que j'aime faire, ce que je sais faire, c'est ces choses-là, donc j'y vais. Bon. D'accord. Et donc c'est ce qui produit aussi donc quelques résultats. Depuis que tu as terminé cette thèse, tu as un bilan aussi. Donc ça fait quoi? Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, ouais. Voilà. Donc en termes de recherche et de production artistique, est-ce que tu peux dire un petit peu où tu en es? Alors cette thèse, je l'ai pas encore publiée. Déjà, ouais. Parce que j'avais besoin de voir un peu autre chose entre temps, donc je suis parti sur d'autres projets. Mais en soi, cette thèse, elle parle de ce lien-là, quand même.
ne serait-ce que par le concept d'esthétique de l'histoire. Et si je suis parti en muséologie sur d'autres axes qui sont aussi sous-jacents, mais par exemple celui de l'éthique au musée ou sur d'autres types de recherches, je reste quand même attaché à cette question-là. Par exemple, on a écrit un chapitre d'ouvrage il y a 2 ans avec des collègues qui questionnaient la figure de l'artiste dans alors c'est pas comme ça que je vais présenter. Est-ce que l'artiste peut être une figure d'intellectuel, par exemple? Oui. Voilà, on est en plein dans le sujet, par exemple. Et donc, tu fais une recherche sur ce sujet. Donc, on a une approche historique, on a des exemples, etc. Donc, on apporte quelque chose qui est pas forcément quelque chose qui, moi, c'est pas quelque chose où je me dis, bon, bah voilà, je vais devenir un artiste intellectuel. Non, on fait une observation, et puis on abonde ou pas dans ce sens-là. On montre les points qui vont concordants ou divergents. Bon. D'un point de vue artistique, voilà, je travaille pour différents projets. Il y en a qui n'ont pas de lien forcément avec les recherches que je peux faire ou qui sont faites par d'autres collègues, mais d'autres oui. Et par exemple là, je sais plus, je crois que tu étais venu le voir, on avait monté Copenhague. Donc c'est une pièce qui traite de la période de la Deuxième Guerre mondiale, avec 2 scientifiques qui sont Niels Bohr et Heisenberg, qui sont proches, l'un est l'élève de l'autre, mais voilà, l'un reste en Allemagne et l'autre qui à Copenhague doit finir par fuir l'Europe nazie. Et ils ont un échange avant tout ça, en pleine guerre, ils ont un échange que personne n'a écouté, d'autre que ces deux-là. Oui. Et donc tout le projet de la pièce, c'est d'interroger l'échange et de le rejouer, de manière à ce que on se dit, ah mais non, là ça finalement c'est pas possible. Et donc de faire des propositions, des suggestions, des hypothèses de ce qui a pu être dit. Donc un travail historique mis en scène. Alors c'est vraiment l'auteur, Michael Freyne, qui a fait avancer aussi la question à ce sujet-là. Donc c'est l'histoire des sciences, hein. Mais il a obtenu des réponses a posteriori. Il y a des archives qui ont été ressorties du fait de cette publication, qui est la publication, du moins la mise au public de sa pièce, de son texte. Et ça a fait bouger les lignes de ce qu'on savait de ces gens-là. Donc un exemple extraordinaire en fait de ces liens dont on parle depuis tout à l'heure entre la démarche artistique et la démarche scientifique, là dans le domaine de l'histoire scientifique. Voilà. Et nous on a mis en scène du coup les lettres qui sont ressorties après l'écriture de la pièce pour aussi les mettre en valeur. Donc il peut y avoir un travail de mise en valeur, il peut y avoir un travail de creuser, de proposer des hypothèses alternatives aussi. Oui. Et à travers l'hypothèse alternative que proposent les artistes, eh ben on va réinterroger par exemple les textes. Voilà, on travaille depuis 2 ans sur un projet qui s'appelle les catastérismes. Oui. Donc c'est la mise en scène d'histoires mythologiques, antiques, qui ont été données pour expliquer les constellations, expliquer pourquoi il y avait des formes dans le ciel entre les étoiles qui étaient identifiées telles quelles par les anciens. Bon, on est entre l'astronomie, ouais, et l'étude des textes anciens. Donc déjà on croise 2 champs qui d'habitude se croisent guère, qui sont un qui est à l'observatoire, l'autre qui va être à Saint-Jean-d'Angély, et là on fait se croiser les choses et on essaye d'en parler et de faire se croiser aussi les collègues qui ont étudié ces choses-là. Et ça, on voit ce que ça donne, quoi. Donc c'est un peu expérimental. Alors, ensuite on amène le débat et on voit ce qui ressort de ça. Et on en fait un projet artistique. Oui.
Oui, Donc, c'est la boucle est bouclée, quoi. c'est ça. Et le public voit le résultat, non pas sous forme d'une étude parue dans un article ou d'un livre ou d'un colloque, mais d'une pièce. C'est ça. On se réapproprie une histoire, on met en valeur des découvertes récentes, parce qu'on travaille avec les collègues d'observatoire aussi. Donc il y a un côté de vulgarisation, on va dire. Mais le côté proposition, il arrive là, parce que on fait ensuite un débat entre les deux collègues. Et on voit qu'il y a des choses qui ressortent, que à eux, ça leur fait bouger leur propre ligne. Et donc on se dit qu'on a gagné, le public est témoin de tout ça, et ça lui plaît. On comprend bien maintenant, hein, les liens entre... Je réussis à me faire. Ah oui, c'est très très clair, oui, bien sûr. Alors maintenant, on peut peut-être faire peut-être un petit saut dans le temps. Là maintenant, tu en es où de ton travail, de tes recherches? Je sais que là, tu sors d'un colloque là qui a eu lieu la semaine dernière. Ouais. Donc sur les que je ne confonde pas les deux choses dont je parlais, sur les tiers-lieux culturels, voilà. Donc les tiers-lieux, qu'est-ce que c'est qu'un tiers-lieu? Sociologiquement, c'est un concept qui a été développé fin des années 80 par Ray Oldenburg, qui dit que voilà, dans le sociologue de la ville, qui dit il y a le monde du travail, le monde domestique, et le tiers-lieu, c'est le lieu qui est ni l'un ni l'autre. Oui. Voilà, ça peut être le bar, ça peut être la salle de concert, ça peut être j'en sais rien, le club de tricot. Donc un lieu de socialisation. C'est un lieu de socialisation qui n'est pas celui domestique ni celui professionnel. Mais dans ce que j'ai lu de ce colloque, on comprend que il s'agit de lieux qu'on dit alternatifs. Voilà. Et depuis un peu moins longtemps, ça a été questionné et ça a pris ça définit des lieux justement voilà qui sont pas des institutions culturelles. Donc là, tiers-lieu culturel, c'est ces lieux qui ne sont pas des lieux institutionnels classiques tels que le musée, le théâtre, l'opéra, je sais pas. Voilà. Donc des lieux qui mélangent peut-être différentes disciplines et qui sont peut-être aussi plus proches de la société civile. Donc ça, c'est un peu la proposition ou l'hypothèse de cette terminologie. C'est des lieux qui souvent ont été créés donc sans passer par les institutions, donc qui ont été créés souvent par des collectifs d'artistes, des choses comme ça. On a l'exemple, en tout cas moi c'est ce que ça m'évoque, à Nice, du collectif des Diables Bleus qui avait à une certaine époque créé un lieu que peut-être aujourd'hui on appellerait un tiers-lieu, qui à l'époque s'appelait un squat, où des dizaines d'artistes de différentes disciplines étaient réunis et créés et proposaient leur création au public. Voilà, effectivement, c'était le sujet de notre colloque. Et moi, je m'occupais d'un axe, donc il y avait plusieurs axes de réflexion avec des conférences, des discussions. Et moi, je m'occupais d'un axe qui était celui justement de l'identité, de la définition, de l'institutionnalisation, de la gouvernance de ces lieux. Et j'ai eu la chance d'avoir des intervenants de qualité qui ont porté une réflexion très iconoclaste aussi sur ces hypothèses avec lesquelles on arrive là, l'introduction un peu de la présentation de ce colloque, et qui parlent parfois de coquilles vides, de labellisation, de fausses de lieux prétendument alternatifs, etc., et qui proposent aussi d'autres définitions, d'autres propositions, et qui recherchent justement comment on peut en arriver à quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on vient de définir, qui sont des lieux alternatifs ou de gouvernance horizontale, plus collectif, émergent, etc. Donc oui, effectivement, là, c'est des réflexions en cours. On va faire en sorte de proposer des publications suite
Alors tu dis on là depuis un petit moment là, tu dis on, tu parles au pluriel. Oui. Alors ce on c'est qui? On est un réseau dans la région sud avec des collègues corses aussi de recherche qui ont proposé ce projet, demander un peu d'argent pour le mener à bout. Et puis, où on réfléchit ensemble assez régulièrement, on va se voir les uns les autres, jusqu'à Avignon, voilà, ils viennent nous voir aussi. Et on a essayé de travailler collectivement. Donc, parce que le fait de travailler collectivement, c'est pas seulement de le dire, il faut le faire, il faut prendre des habitudes, c'est pour pouvoir s'améliorer aussi dans ses fonctionnements. Donc, nous-mêmes, on a essayé de créer un lieu de discussion et qui fonctionne sur ce modèle aussi. C'est comment ça s'appelle? Ça s'appelle Créamed. Et donc toi tu es investi là-dedans? Oui. Tu as dit donc que vous avez obtenu un budget pour faire ce colloque, c'est ça? En francs 6 sous, évidemment. En francs 6 sous, donc par exemple toi pour faire ce travail-là, est-ce que tu es bien payé? Alors non. Voilà. Ça dépend des périodes, voilà, parce qu'il y a des périodes où je suis plus facilement payé pour faire de la recherche que d'autres. Voilà, il y a un projet précédent qui est celui qu'on a appelé Partita, qui s'intéressait au parcours d'artistes. Donc là, c'est pareil, on a fait une enquête collective. On était entre notre laboratoire ici à Cyclab et puis des collègues du Schema de Sophia Antipolis qui sont dans notre laboratoire. Et on enseigne ensemble, c'est pareil, on a eu quelques sous, et là j'ai pu profiter d'avoir 2 petits contrats de post-doc, c'est-à-dire des contrats de recherche, pour organiser, soit organiser un colloque, soit diriger l'ouvrage qu'on vient de terminer sur les parties des résultats qu'on a pu avoir autour de cette recherche, de cette étude. Voilà, donc tu viens à ça. Donc effectivement, là, il y a un livre qui vient juste de sortir, donc j'ai pas pu l'avoir en physique parce que... moi non plus. Vraiment, il est sorti vendredi, on est lundi. Voilà, donc, bon, le Chronopost n'a peut-être pas bien fait son travail. Mais donc là, c'est ta grande actualité. Là, c'est la sortie de ce livre. Oui. Parce que tu ne fais pas qu'écrire dans ce livre. Non, c'est un livre collectif. Donc je dirige l'ouvrage. Donc j'en ai fait une introduction et puis après mon rôle c'est de poursuivre les collègues pour qu'ils rendent leur papier, de le réviser, d'avoir un aller-retour un peu avec eux sur le fond. Voilà, il y a un côté éditorial aussi et puis d'assembler l'ensemble, puis d'aller jusqu'au bout pour que le livre sorte, quoi. D'accord, donc tu disais ça s'appelle Parcours d'artiste. Oui. C'est chez l'Harmattan. Oui. Donc de quoi ça parle? Alors, donc il y a une première partie qui vraiment s'intéresse à ce projet qu'on a eu et qui interrogeait des artistes plutôt des arts de la scène, des arts du spectacle vivant, etc. C'est plein d'appellations différentes, de la Côte d'Azur, qu'on a interrogé, qu'on a écouté, dont on a écouté le témoignage de vie. Donc ils nous racontaient, donc les élèves, mais avec quelques thèmes, comme ça, par exemple, qu'est-ce que le numérique a changé dans votre pratique, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que les réseaux, ou des lieux alternatifs, etc. vont changer aussi dans votre vie. Et puis on essayait de voir non seulement les singularités de chaque parcours, mais aussi ce qui pouvait se retrouver de l'un à l'autre, quoi. C'est le principe d'une étude de ce type. Et également, qu'est-ce que le territoire ici de la Côte d'Azur faisait ressortir dans les entretiens. Bon. Donc la première partie, elle traite de ça. Donc il y a des morceaux de témoignages, il y a une étude sur le numérique, une étude sur les tiers-lieux justement qui relient les deux projets, une étude un peu plus anthropologique. Et la deuxième partie,
elle est issue d'un colloque qu'on avait organisé au tout début de ce projet, donc plutôt une journée d'études. On avait invité les collègues à parler du numérique dans certaines disciplines artistiques. Donc les collègues chercheurs. Des collègues chercheurs, oui. Voilà, et aussi des collègues venant de la société, du monde artistique, les metteuses en scène par exemple. Et donc là, ils viennent présenter en quoi, au cœur de cette discipline artistique, le numérique a fait bouger les lignes, a été saisi par les artistes. Voilà, on pense à la musique, le théâtre, mais aussi les arts plastiques. Et on finit par une postface d'Hervé Fischer, qui est historien de l'art, critique, et voilà, donc dans le champ de l'esthétique, qui écrit un manifeste pour l'art numérique au cœur de nos crises actuelles. Ça termine le livre, qui est illustré aussi par une artiste locale, Glélis Santé, qui est dessinatrice, et qui nous a fait la couverture et les pages de chapitre. Mais donc là, on revoit un petit peu le lien que tu fais sans cesse donc, entre l'art, la recherche, le fond, la forme. Et il y a des encadrés justement aussi artistiques, textuels, une sorte de nouvel essai à un moment. Il y a aussi une sorte de performance qui avait été faite par une collègue, Laura Gray, qui, pendant un colloque, à partir des entretiens, et elle a mis le texte de cette performance dans le livre aussi, donc on est content de croiser tout ça. Ouais. Et ben c'est bien. Écoute, ce livre a l'air d'être une parfaite illustration de ton parcours. On essaye, ouais. Parcours de chercheur, parcours d'artiste, donc parcours d'artiste chez l'Harmattan. Moi, je l'ai pas lu, mais j'invite tout un chacun à le lire et à donner son avis, peut-être en commentaire de cette vidéo. Ouais. Et écoute, je pense qu'on a fait le tour de tout ce qu'on pouvait dire sur ces parcours, artiste-chercheur. Et donc, merci beaucoup. Bah écoute, c'est une illustration, en tout cas. Merci de me rencontrer pour... Mais maintenant que j'y pense, j'aurais dû te demander de faire une démonstration d'artiste aussi. Ah oui, j'ai rien préparé. Non, ça sera pour la prochaine fois. Merci beaucoup, en tout cas, c'était très intéressant. Merci Raphaël, à bientôt. À bientôt. Voilà, c'est terminé. Il y aura peut-être une petite musique. On laisse un peu, voilà. Il y a tout ce qu'il faut. J'espère que ça a bien marché, mais si ça a bien marché, il y a tout ce qu'il faut. Et toi? Ouais, moi je... Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu dire et que j'ai pas dit? Ouais. Non, je fais pas du tout. Non, au contraire. Je laisse ton format... Je coupe ou je laisse? Ouais.